Imaginez ce tableau saisissant un homme autrefois célébré nommé Jacques Cavelier se tenant devant la façade décrépite d'un immeuble de banlieue qui constitue désormais son unique royaume après avoir régné sur les sommets de la finance parisienne avec rien d'autre qu'un nom terni et un orgueil en miettes. Il ose faire l'inimaginable, adopter une petite fille qu'il trouve vivant dans les rues froides et impitoyables de la périphérie, les chuchotements, les regards en coin et les rires méprisants suivent partout où il va, car il ne peut même pas s'occuper de lui-même. Alors comment pourrait-il élever un enfant? Pourtant dans cette petite paire d'yeux bruns curieux et vifs, Jacques voit une étincelle d'espoir, une braise qui va bientôt s'enflammer pour devenir quelque chose de remarquable, et le monde ignore encore que cette fille sans abri est sur le point de tout changer. Jacques Cavelier était autrefois la coqueluche de tout Paris. Il y a quelques années, son nom résonnait dans les conseils d'administration de la Défense de Londres et même outre-Atlantique. Il côtoyait des magnats comme Bernard Arnault lors de galas de charité et avait un jour assisté à une collecte de fonds intime organisée par des célébrités influentes où il discutait d'efforts philanthropiques autour d'un dîner gastronomique. Son empire Cavelier Industries était spécialisé dans les solutions logicielles de pointe qui révolutionnaient la façon dont les multinationales géraient leur logistique complexe. Il possédait plusieurs résidences, dont un appartement luxueux avec vue sur la tour Eiffel, des voitures de sport et une armée de personnel prête à servir ses moindres caprices. Pourtant, comme les marchés ont l'habitude de le faire, la fortune a basculé brutalement. Une fusion risquée, des changements économiques mondiaux et un scandale impliquant des détournements de fonds par un ancien associé ont mis Cavelier Industries à genoux. La richesse personnelle de Jacques a disparu presque du jour au lendemain, le forçant à tout vendre, y compris son pantouse prestigieux. L'orgueil et le prestige se sont effondrés, et finalement il n'a eu d'autre choix que de déposer le bilan et de faire face à une liquidation judiciaire humiliante. Même après que la poussière légale soit retombée, les ragots ne se sont jamais tus. Les anciens amis, les partenaires commerciaux et les connaissances de la haute société semblaient s'évaporer, laissant Jacques fouiller les poubelles professionnelles pour trouver de quoi survivre. Il a accepté de petits boulots de consultant et a essayé de lancer une modeste start-up technologique, mais la méfiance le hantait. Les investisseurs se souvenaient de la chute de Cavelier Industries et la lui reprochaient. Bien que Jacques ait été innocenté de tout acte répréhensible, la tâche de la faillite s'accrochait à lui comme une ombre tenace. Dans une tentative désespérée de remodeler sa vie, Jacques s'est retiré dans un quartier modeste en banlieue parisienne, loin du cercle doré qu'il avait autrefois embrassé. Pourtant, même dans cette communauté plus calme, la rumeur s'est répandue. L'ex-millionnaire ruiné, l'homme qui a tout perdu. Les gens murmuraient sous leur souffle quand il passait dans les allées des supermarchés et les cafés. Les étrangers le toisaient, spéculant sur son prochain mouvement. Un après-midi pluvieux, Jacques rentrait chez lui après une réunion infructueuse avec un client potentiel vêtu d'un costume élimé qui avait connu des jours meilleurs. Il courait sous l'averse vers l'arrêt de bus. Là, sous l'abri fragile, il a repéré une petite silhouette recroquevillée dans un sac de couchage en lambeaux. Alors que l'éclair illuminait le ciel, il a aperçu de grands yeux bruns effrayés qui le fixaient. Elle avait peut-être 8 ou 9 ans, tremblant et trempée jusqu'aux os. L'inquiétude l'a envahi, et il a demandé doucement si elle allait bien. Son nom, comme il a bientôt découvert, était Sophie. Elle avait été laissée pour compte par une famille d'accueil qui avait déménagé soudainement, et elle n'avait nulle part où aller. Sans une seconde pensée, Jacques a retiré son propre manteau, autrefois taillé par un célèbre couturier, maintenant collant à lui sous la pluie, et l'a drapé sur sa petite silhouette. C'était un geste simple, mais qui allait changer sa vie. Les voisins ont regardé avec stupéfaction Jacques rentrer chez lui ce soir-là avec une enfant tremblante et trempée à sa suite. Il vivait dans un modeste 2 pièces en location à la limite de la ville, bien loin de son opulence passée. Sa propriétaire, Madame Vasseur, regardait à travers ses rideaux de dentelle, convaincue que l'homme tramait quelque chose de louche. Le moulin à rumeurs locales s'est mis en marche. Il ne peut pas payer son loyer, et maintenant il veut élever un enfant. Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Déterminé à aider Sophie, Jacques lui a donné un repas chaud, de la soupe en conserve et des craquelins rassis, tout ce qu'il pouvait se permettre, et l'a enveloppé dans des couvertures. Il a résolu de contacter les services sociaux le matin, mais une voix intérieure lui a chuchoté de faire plus. Alors que Sophie le regardait avec une gratitude incertaine et une lueur de confiance, Jacques a ressenti une vague de protection. À la fin de la nuit, il envisageait déjà ce qu'il faudrait pour l'adopter. Tôt le lendemain matin, Jacques est parti naviguer dans le labyrinthe de l'aide sociale à l'enfance. Il avait à peine dormi, se tournant et se retournant sur des dilemmes moraux et les aspects pratique de subvenir aux besoins de Sophie légalement. Ce n'était pas une mince affaire. Il n'était pas financièrement stable, et sa récente faillite soulèverait certainement des drapeaux rouges, mais sa détermination était inébranlable. Quelque chose dans l'esprit doux de Sophie, sa vivacité d'esprit même au milieu de sa vulnérabilité, a éveillé un instinct paternel qu'il ne savait pas avoir. Au bureau de l'ASE, l'assistante sociale Mireille Leroux a entendu sa demande. Avec une oreille sceptique, elle avait vu des gens riches jeter de l'argent sur les problèmes et des gens pauvres négliger leurs pupilles, mais un homme en faillite avec un cœur sincère était un territoire nouveau. Mireille a pris des notes, a haussé les sourcils et a poliment insisté sur le fait qu'ils auraient besoin d'une vérification approfondie des antécédents avant que des mesures ne puissent être prises. En sortant, Jacques a inhalé l'air frais du matin, se préparant aux batailles à venir. De retour à la maison, Jacques a trouvé Sophie examinant tranquillement les bords effilochés du canapé. Elle a levé les yeux et lui a demandé d'un ton neutre s'il était toujours riche comme les enfants de son ancienne famille d'accueil prétendaient qu'il était autrefois. Surpris, Jacques a hésité avant d'expliquer que oui, il avait eu de l'argent autrefois, mais qu'il en avait perdu la majeure partie. Sophie a écouté attentivement, puis a remarqué: l'argent ne reste pas au même endroit pour toujours, il aime bouger. Ces mots ont surpris Jacques. Elle parlait avec une sagesse curieuse qui semblait au-delà de ses années. Cet après-midi-là, alors que Jacques essayait de comprendre comment payer le loyer du mois suivant, Sophie s'est promenée vers son bureau encombré. Elle a pointé une feuille de calcul remplie de chiffres et a offert une suggestion initialement dédaigneuse. Jacques a vite réalisé que sa perspicacité était étrangement aiguisée. C'était le premier indice que Sophie possédait une intuition étrange, peut-être même due
Génie, la nouvelle de l'intention de Jacques d'adopter Sophie s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains dans la communauté ont ouvertement remis en question la santé mentale d'un homme qui ne pouvait pas assurer son propre avenir financier mais qui voulait la responsabilité d'un enfant. D'autres admiraient tranquillement sa compassion, mais restaient hésitants à offrir leur soutien. Les commérages de la ville étaient impitoyables. Elle finira de nouveau sans abri à marmonner. Un voisin, il cherche juste de la publicité, a dit un autre. Jacques a essayé de ne pas laisser les murmures l'affecter, mais il était impossible d'échapper aux regards pointus à l'épicerie ou aux remarques sarcastiques à la station-service. Pire encore, fut un appel téléphonique d'une vieille connaissance. Thierry Grand, un entrepreneur rival des jours de gloire de Jacques. Thierry s'est moqué du plan de Jacques, laissant entendre que le coup de publicité d'adopter une fille sans abri n'était qu'une tentative pathétique de regagner de la sympathie et peut-être d'amadouer les investisseurs pour qu'ils lui fassent à nouveau confiance. Alors que les papiers d'adoption officiels étaient encore une possibilité lointaine, le bien-être immédiat de Sophie est devenu la priorité de Jacques. Il a inscrite à l'école publique locale. La directrice Madame Bonnet a haussé un sourcil au nom de famille Cavlier, se souvenant de l'ancienne renommée de Jacques, mais elle n'a offert aucun traitement de faveur. Elle a insisté pour que Sophie passe des évaluations standards pour déterminer son niveau scolaire. Les premières semaines ont été difficiles pour Sophie. Elle était en retard en mathématiques, ou du moins le semblait-il, en grande partie parce qu'elle avait manqué beaucoup d'école en vivant dans des foyers d'accueil transitoires et parfois dans la rue. Socialement, elle avait du mal à se faire des amis. Ses vêtements d'occasion et sa nature calme la marquant comme une étrangère. Jacques l'a aidée lors des séances de devoirs quotidien le soir, utilisant sa propre expérience en technologie pour expliquer les concepts au cours de ses séances. Il est devenu plus certain que Sophie était bien plus capable que ne l'indiquaient ses résultats au test. Alors que le processus d'adoption avançait lentement avec des réunions avec les services de protection de l'enfance, des inspections à domicile et des évaluations psychologiques, la situation financière précaire de Jacques est devenue un thème central dans les bavardages locaux. Un aveugle guidant un aveugle ont ridiculisé certains. Même des voisins bien intentionnés s'inquiétaient de l'avenir d'un enfant coincé avec un tuteur au bord de la misère. Le stress pesait sur Jacques. Chaque jour, il se réveillait face à une montagne d'insécurité. Comment payer les fournitures scolaires de Sophie? Comment équilibrer ses besoins émotionnels avec sa recherche d'emploi? Comment faire taire ses voix moqueuses? Mireille Leroux, l'assistante sociale, restait prudemment favorable. Elle voyait une attention sincère dans les yeux de Jacques, mais était liée par des réglementations exigeant qu'il démontre un revenu stable. Sophie a remarqué sa tension un soir. Elle a serré sa main et a dit simplement: ne t'inquiète pas, je crois en toi. Ces mots petits et enfantins ont allumé une mesure d'espoir dans le cœur de Jacques. C'était un samedi frais lorsque Jacques a emmené Sophie à la bibliothèque municipale. Ses perspectives d'emploi stagnaient et la lecture était une forme d'évasion. Bon marché, il parcourait les étagères à la recherche de livres sur l'entrepreneuriat, espérant trouver une étincelle qui pourrait relancer sa carrière. Pendant ce temps, Sophie gravitait d'abord vers la section pour enfants, puis errait dans des zones plus avancées, biographie, sciences et mathématiques. À un moment donné, Jacques l'a trouvée assise par terre, plongée dans un épais livre de géométrie. Elle était fixée sur un ensemble de preuves complexes. Intrigué, il lui a demandé si elle les comprenait. Son hochement de tête confiant était surprenant. Timidement, elle a expliqué un théorème sur les angles qu'elle venait de lire. Jacques, ayant lui-même une solide formation analytique, a réalisé que la compréhension de Sophie n'était pas seulement adéquate, elle était exceptionnelle. Cette découverte a attisé l'idée que l'esprit de Sophie était extraordinaire. N'attendant que le bon environnement pour s'épanouir, le destin est intervenu sous la forme d'une vieille amie, le docteur Caroline Marchal, qui a croisé Jacques dans cette même bibliothèque. Le docteur Marchal était une psychologue scolaire spécialisée dans les enfants surdoués. Elle avait collaboré avec lui il y a des années sur une application éducative que Cavlier Industries avait développée avant son effondrement. Initialement surprise par la mauvaise fortune de Jacques, Caroline a exprimé sa sympathie, mais sa curiosité a été piquée lorsque Jacques a mentionné le don inhabituel de Sophie pour les mathématiques et les modèles. Caroline, toujours désireuse d'identifier les talents cachés, a proposé de faire passer à Sophie une évaluation informelle. Jacques a hésité au début, son orgueil encore meurtri par des années de mépris. Pourtant, le désir de voir le potentiel de Sophie mesuré avec précision l'emportait sur ses réserves. Des arrangements ont été pris pour la semaine suivante dans le petit bureau de Caroline, dans un centre de jeunesse local où elle menait souvent des évaluations pour des étudiants prometteurs. Lorsqu'ils sont arrivée au centre de jeunesse, Sophie était timide au début, s'accrochant à la main de Jacques. Alors que le docteur Caroline Marchal se présentait, l'enfant s'est animé en voyant des puzzles et des jeux de reconnaissance de motifs étalés sur une table. Caroline a discuté avec Sophie d'un ton doux et encourageant, et bientôt la fille était immergée dans la résolution d'une série de tâches de plus en plus complexes. Jacques observait de l'autre bout de la pièce, son cœur battant d'un mélange d'admiration et de peur. Il craignait de fixer des attentes irréalistes. Après près d'une heure, Caroline est sortie pour parler en privé avec Jacques. Ses yeux brillaient d'excitation. Elle est hors norme pour une enfant de son âge, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas vu de compétences cognitives comme celle-ci depuis très longtemps, bien qu'un test de QI officiel soit nécessaire pour confirmation. L'observation de Caroline a suffi à rallumer quelque chose en Jacques, qui était resté dormant. L'espoir, cependant, est une chose fragile. Avant que Jacques ne puisse commencer à imaginer un avenir meilleur pour Sophie, les rappels de son propre passé ont fait irruption. Une lettre d'une agence de recouvrement est apparue dans sa boîte aux lettres, exigeant le paiement des frais juridiques persistants de la faillite de Cavlier Industries. La somme était importante et l'ignorer pourrait compromettre le processus d'adoption. Pire encore, des rumeurs circulaient selon lesquelles Thierry Grand, l'ancien rival de Jacques, se
préparait à intenter un procès pour un logiciel propriétaire qu'il prétendait que Jacques avait volé avant l'effondrement de Cavelier Industries. Le moment n'aurait pas pu être pire. Jacques sentait le monde se refermer sur lui chaque fois qu'il pensait à cet enfant qui était venu représenter un nouveau chapitre de sa vie. Il se rappelait que les fantômes de son ancienne vie rôdaient encore pour le bien de Sophie. Jacques savait qu'il devait affronter son passé directement et trouver un moyen de les garder en sécurité. Le matin du test de QI officiel de Sophie s'est levé froid et couvert, le genre de jour qui rendait le monde plus silencieux que d'habitude. Jacques se tenait au comptoir de la cuisine, fixant le vide dans une tasse de café tiède. Ses mains l'enveloppaient plus pour la chaleur que pour le goût. De l'autre côté de la pièce, Sophie était assise recroquevillée sur le vieux fauteuil avec un carnet à spirale sur ses genoux, dessinant des formes géométriques complexes avec la concentration intense d'un enfant perdu dans ses pensées. Tu es prête à demander Jacques doucement. Sophie a levé les yeux et a fait un petit signe de tête. Bien que ses yeux trahissent le tourbillon d'excitation et de nervosité à l'intérieur, elle avait à peine mangé son petit déjeuner, utilisant plutôt son pain grillé pour esquisser des angles et des triangles dans la confiture sur l'assiette. Le trajet jusqu'au centre de test a semblé plus long qu'il ne l'était. Sophie serrait le pingouin en peluche que Jacques lui avait offert d'un magasin d'occasion, le tenant fort comme un porte-bonheur. Jacques conduisait en silence, jetant des regards furtifs vers elle dans le rétroviseur, se demandant si elle sentait la pression qu'il essayait si fort de ne pas placer sur elle. Il se souvenait des mots de Caroline la semaine dernière. Jacques, c'est juste un test, cela ne la définira pas, mais cela pourrait aider à guider son avenir. Pourtant il ne pouvait pas se débarrasser du poids de ce que ce jour représentait. Ce n'était pas seulement une question de chiffres ou de score, il s'agissait de prouver au monde et à lui-même que la lumière de Sophie était réelle, brillante et digne d'être protégée à tout prix. Lorsqu'ils sont arrivés, l'établissement ressemblait plus à un centre de jeunesse accueillant qu'à la clinique de tests stérile que Jacques avait imaginé. Des affiches lumineuses tapissaient les murs, une petite salle d'attente proposait des puzzles et des livres d'images. Pourtant derrière le décor accueillant, Jacques pouvait sentir l'atmosphère sérieuse qui régnait. Le docteur Caroline Marchal les a accueillis avec un sourire chaleureux. Bonjour Sophie, a-t-elle dit en s'accroupissant pour croiser le regard de la fille. Prête à t'amuser un peu avec des puzzles aujourd'hui? Sophie a souri timidement, coinçant le pingouin sous son bras. Est-ce que je dois tous les finir? Et c'est juste de faire de ton mieux, a répondu Caroline. C'est tout ce que l'on demande. Jacques s'est penché au niveau de Sophie et a ajusté sa capuche. Je serai juste ici quand tu auras fini, d'accord? Sois juste toi-même. Sophie a hoché la tête puis a glissé sa main dans celle de Caroline alors qu'elle disparaissait dans le couloir. Les 2h30 suivantes ont rampé comme de la mélasse pour Jacques. Il faisait les 100 pas dans la salle d'attente, faisait défiler son téléphone sans fin, se levait pour s'étirer, se rasseyait et répétait le cycle. Chaque minute semblait s'étirer plus longtemps que la précédente. Il essayait de se distraire en feuilletant un magazine, mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil aux pages colorées, elle se brouillait en un gâchis insignifiant. Et si les signes précédents n'étaient que des coïncidences? Et si elle se figeait? Et si elle avait peur et se fermait? Les questions l'attaquaient par vagues. Il savait qu'il n'était pas censé avoir besoin de cela. Sophie ne lui devait aucune preuve de quoi que ce soit. Il l'aimait calmement, férocement, sans condition, mais le monde ne fonctionnait pas uniquement sur l'amour. Les agences voulaient de la documentation, les écoles avaient besoin de chiffres, les fondations demandaient des mesures dans ses tripes. Jacques croyait que Sophie était exceptionnelle. Mais aujourd'hui ils avaient besoin de plus que de croyances. Enfin la porte s'est ouverte. Sophie est sortie, les joues roses et les cheveux légèrement ébouriffés. Son expression était un mélange de soulagement et d'accomplissement, comme si elle venait de revenir d'une petite aventure. Comment ça s'est passé? A demandé Jacques en s'agenouillant devant elle. Sophie l'a regardé et a rayonné. Une partie était vraiment difficile, a-t-elle admis, mais j'ai aimé les puzzles, ceux avec les motifs. Jacques a ri doucement, la gorge serrée. Tu as fait de ton mieux. J'ai fait mieux que ça, a-t-elle dit avec un sourire fier. Derrière elle, le docteur Marchal est sorti, presse-papier à la main et les yeux brillants d'une excitation inexprimée. Elle a levé un doigt. Je vous appellerai demain avec les résultat officiel, mais je pense que vous serez satisfait. Jacques a expiré pour la première fois depuis des heures. Il a tenu la main de Sophie, alors qu'ils quittaient le bâtiment, marchant ensemble en silence vers la voiture. Le vent s'était levé, et Jacques a glissé son manteau autour des épaules de Sophie. Bien qu'elle ait protesté qu'elle n'avait pas froid, elle s'y est accrochée quand même. Alors qu'ils rentraient chez eux, Sophie regardait par la fenêtre, fredonnant doucement pour elle-même. Jacques ne cessait de la regarder, submergée par la réalisation que quelque chose d'important avait changé. Pas en Sophie, elle était la même enfant brillante et curieuse qu'elle avait toujours été, mais dans la façon dont le monde pourrait maintenant la voir. Il a tendu la main et a donné à sa main une douce pression. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, je suis fier de toi. Elle a regardé, ses yeux chaleureux. Même si le score n'est pas élevé, surtout alors, a-t-il répondu, parce qu'il ne s'agissait pas d'être intelligent. Il s'agissait d'être courageux. Elle n'a rien dit pendant un moment, puis avec un sourire endormi, elle a chuchoté, je suis contente que tu m'aies trouvé. Et Jacques, avalant la boule dans sa gorge, a chuchoté en retour, moi aussi gamine, moi aussi, comme si l'univers savait que Jacques avait besoin d'un test supplémentaire de sa résolution. Le lendemain matin a apporté une nouvelle vague de ridicule. Thierry Grand avait découvert l'intérêt de Jacques pour faire tester Sophie dans un post moqueur sur les réseaux sociaux. Il a écrit, la nouvelle entreprise de Cavelier adoptait un enfant génie sans abri pour payer ses dettes, et pathétique. Le message est devenu viral dans certains cercles d'affaires, alimentant le rire et le mépris. Même les commères locales l'ont partagé. Jacques a essayé de protéger Sophie de la négativité, mais il était impossible de cacher la cruauté du monde. Des larmes ont jailli dans ses yeux quand elle a vu les moqueries en ligne. Pourtant même dans ce moment de vulnérabilité, la question de Sophie a pris Jacques au dépourvu. Est-ce qu'il me déteste parce qu'il pense que je suis trop différente? Son innocence l'a transpercé comme un couteau. Il s'est agenouillé, la regardant dans les yeux, promettant que rien de tout cela n'était de sa faute. Tard cet après-midi-là, le docteur Caroline Marchal appelait Jacques avec les résultats officiels du test. Le score de QI de Sophie était stratosphérique, bien dans la gamme des surdoués, dépassant la plupart des enfants de son âge par une marge
Considérable lorsque Jacques a transmis la nouvelle à Sophie, sa réaction a été celle de l'émerveillement et non de l'orgueil. Elle a demandé si cela signifiait qu'elle était bizarre. Il a ri à travers ses larmes, la serrant contre lui. Pas bizarre, l'a-t-il assuré, juste spécial de la meilleure façon qui soit. Caroline a recommandé que Sophie soit placée dans des programmes avancés, peut-être même qu'elle reçoive une bourse pour une institution prestigieuse pour les jeunes surdoués. Cependant, rien de tout cela ne pourrait arriver à moins que Jacques ne finalise l'adoption. Le système scolaire avait besoin du consentement d'un tuteur légal. À ce moment-là, Jacques a ressenti un appel urgent. Il devait trouver un moyen d'effacer ses dettes, de stabiliser sa vie et d'assurer un avenir où le génie de Sophie pourrait s'épanouir sans que le spectre de la pauvreté ne plane sur eux. Armé des résultats des tests de Sophie, Jacques approchait des organisations philanthropiques locales qui offraient des subventions aux enfants exceptionnellement doués. Il croyait que si Sophie pouvait être acceptée dans un programme spécialisé, il y aurait peut-être une aide financière qui assurerait également son éducation stable. Bien qu'initialement sceptiques, ces organisations se sont réveillées lorsqu'elles ont vu la documentation officielle. Sophie n'était pas seulement brillante, elle était un prodige. Une fondation a offert une bourse partielle, d'une autre a exprimé son intérêt à payer pour le tutorat de Sophie. La perspective de l'inscrire dans une académie d'élite près de Versailles flottait de manière tentante, mais chaque formulaire de demande exigeait la signature d'un tuteur légal ou à tout le moins la preuve que la procédure d'adoption était en voie d'achèvement. Jacques a reconnu que la petite fortune autrefois à sa disposition aurait aplani ce chemin instantanément. Maintenant, il devait compter sur le courage et la sincérité pour convaincre les bureaucraties et les conseils philanthropiques qu'il pouvait fournir un foyer stable. Jacques avait toujours su que ce moment viendrait depuis le tout premier jour où il avait ramené Sophie à la maison froide, tremblante, parlant à peine. Il savait que leur chemin serait jonché de paperasses, d'examens minutieux et du regard impitoyable des systèmes construits pour quantifier la stabilité en chiffres et en soldes, mais il avait espéré naïvement peut-être que l'amour, l'engagement et l'effort pur pourraient suffire. Il ne l'était pas. C'était un jeudi matin pluvieux lorsque l'enveloppe est arrivée, épaisse et d'apparence officielle, portant le sceau de l'aide sociale à l'enfance. Jacques l'a ouverte avec des mains prudentes, son cœur sombrant déjà avant même d'avoir lu les mots. La lettre était claire. Bien que Jacques ait passé toutes les vérifications d'antécédents et les évaluations psychologiques, et bien que l'assistante sociale Mireille Leroux ait reconnu le lien entre lui et Sophie comme authentique et nourrissant, l'agence ne pouvait pas pour le moment approuver l'adoption finale. La raison de stabilité financière insuffisante. Jacques s'est assis dans un silence stupéfait à la table de la cuisine. La maison était calme à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. L'odeur du pain grillé persistait depuis le petit déjeuner et le carnet de Sophie était assis à proximité, ouvert à une page remplie de gribouillis algébriques. Bien au-delà de son âge, il a fermé les yeux. Cela ne peut pas être ça. Plus tard dans la journée, Jacques a rencontrer Mireille en personne. Son bureau était petit avec des affiches encourageantes sur la famille et les droits des enfants tapissant les murs, mais aujourd'hui aucun mot ne semblait réconfortant. Je suis vraiment désolé, Jacques, a dit Mireille, sa voix douce mais ferme. Vos intentions sont claires et je crois que votre cœur est au bon endroit, mais la loi exige la preuve d'un revenu constant et la capacité de fournir un soutien financier à long terme. Nous ne pouvons pas finaliser l'adoption dans vos circonstances actuelles. Jacques a essayé de cacher sa frustration, mais elle a débordé. Je construis une entreprise de conseil, je viens de terminer un contrat majeur, il y a plus de travail à venir. Je comprends cela, a-t-elle répondu, mais jusqu'à ce que vous puissiez montrer un revenu soutenu sur quelques mois ou un contrat important avec renouvellement garanti, nous sommes dans une situation d'attente. Les mots ont atterri comme des coups de poing. Situation d'attente. Comme si la vie de Sophie était quelque chose qui pouvait être mis en pause, comme si leur lien pouvait être placé sur une étagère et revisité quand c'était plus pratique. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé la voix rauque. Mireille n'a pas bronché. Techniquement, Sophie est toujours pupille de l'État. Si votre situation financière ne s'améliore pas, nous devrons envisager d'autres foyers d'accueil, surtout compte tenu de son potentiel éducatif. Certaines familles ont les moyens de répondre à ses besoins et l'État donnera la priorité à cela. Le cœur de Jacques s'est effondré. Attendez, vous dites que je pourrais la perdre? Mireille a soupiré. Ce n'est pas ce que personne ne veut, mais les résultats du QI de Sophie la placent dans une catégorie très unique. Elle se qualifie pour des programmes d'élite, peut-être même une préparation universitaire précoce. Si vous ne pouvez pas soutenir cette voie, nous sommes légalement obligés d'explorer des options qui le peuvent. Jacques s'est assis. Hébété, elle n'est pas un projet, elle n'est pas un prix pour le plus offrant. Non, a dit Mireille doucement, c'est une enfant, et c'est pourquoi nous devons penser à chaque aspect de son avenir. Ce soir-là, de retour à la maison, Jacques a essayé d'agir normalement. Il a fait le dîner, un gratin de pâtes, le préféré de Sophie. Ils se sont assis à la table de la cuisine, comme toujours, Sophie discutant avec animation d'un livre qu'elle avait trouvé à la bibliothèque sur les trous noirs et la physique théorique. Jacques a hoché la tête, a souri, mais l'a à peine entendu. Après le dîner, alors que Sophie était assise par terre en train de construire un puzzle élaboré, elle a levé les yeux vers lui. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Jacques a hésité. Elle s'est levée et s'est dirigée vers lui, sa petite main cherchant la sienne. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le test? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qui l'a cassé? Non, ma chérie, a-t-il dit en la serrant contre lui. Tu n'as rien fait de mal, tu es parfaite, c'est juste quelque chose que je dois réparer. Elle a posé sa tête contre sa poitrine. Est-ce parce que nous ne sommes pas encore vraiment une famille? Il a avalé difficilement. Nous le sommes, a-t-il dit fermement. Sur le papier peut-être pas encore, mais de toutes les manières qui comptent, nous le sommes déjà. Cette nuit-là, longtemps après que Sophie soit allée au lit, Jacques s'est assis seul dans le salon, l'ordinateur portable ouvert, les doigts tapant furieusement. Il a mis à jour son CV, réactivé d'anciens comptes de réseautage et fouillé dans des contacts vieux de plusieurs décennies. Chaque once d'orgueil qui lui restait était enterrée sous le poids de ce qui était en jeu. Si cela signifiait être au téléphone avec d'anciens rivaux, si cela signifiait entrer dans des bureaux qui avaient autrefois ri de sa chute, si cela signifiait recommencer à zéro, il le ferait. Il ne se battait plus pour une seconde chance pour lui-même, il se battait pour elle, pour la fille qu'il avait autrefois regardée depuis un trottoir.
trempé par la pluie et avait demandé silencieusement « Est-ce que je compte pour quelqu'un ?» et il avait répondu sans un mot en s'agenouillant en partageant son manteau et en la ramenant à la maison. Maintenant il était temps de répondre à nouveau. Plus tard un soir Jacques a reçu un courriel inattendu, c'était d'un cadre intermédiaire d'une entreprise avec laquelle il avait autrefois collaboré, Global Tech Solutions. Ils avaient besoin d'un consultant pour résoudre un problème logiciel notoirement complexe qui les tourmentait depuis des mois. La paie était substantielle, mais le délai était serré, à peine 4 semaines pour livrer une solution que des équipes entières avaient échoué à produire. Jacques n'a pas hésité, il a accepté immédiatement. Il s'est retrouvé immergé dans le code, travaillant tard dans la nuit, tandis que Sophie dormait dans la pièce voisine. Elle entrait sur la pointe des pieds dans son bureau de fortune à l'aube, offrant un sourire timide et un verre d'eau. Sa présence le nourrissait. Chaque ligne de code qu'il écrivait le rapprochait à la fois d'une bouée de sauvetage financière et de l'assurance que Sophie resterait sous sa garde. Alors que le projet approchait de sa phase la plus critique, Jacques a heurté un mur, un bug particulièrement complexe dans le système qui l'a bloqué pendant des jours. Tard une nuit, avec du café refroidissant sur son bureau, il a repéré Sophie regardant par-dessus son épaule. Le code ressemblait à du charabia pour la plupart des adultes. Mais Sophie l'a étudié avec une intensité inhabituelle. « Et si la boucle ne se ferme pas parce que tu as trop de conditions ?» a-t-elle dit doucement en pointant un extrait du code. Jacques a cligné des yeux, étonné, intrigué. Il a testé sa suggestion, cela a fonctionné. La solution était si élégante que Jacques a ressenti à la fois un frisson et une teinte d'admiration. Il a réalisé, alors que l'intelligence de Sophie ne se limitait pas au puzzle et à la géométrie, elle s'étendait au raisonnement avancé. Que même un développeur de logiciels formé pourrait apprécier ce moment. Perfide a cimenté un lien plus profond que Jacques ne l'avait jamais cru possible avec le conseil intuitif de Sophie. Jacques a terminé la mission de conseil 2 jours avant la date limite. Global Tech Solutions était ravi, lui versant une prime lucrative pour avoir réussi là où d'autres avaient échoué. Porté par cette victoire, Jacques a décidé d'établir officiellement Cavlier Consulting, une entreprise individuelle spécialisé dans la résolution de défis logiciels complexes. Il a présenté l'idée à quelques vieilles connaissances espérant obtenir plus de contrats. Soudain, des portes qui avaient longtemps été claquées ont commencé à s'entrouvrir. Le bruit a couru que Jacques Cavlier pourrait être de retour dans le jeu, et les clients ont réalisé que son nom avait encore du poids dans certains cercles. Les fonds supplémentaires ont non seulement remboursé une partie de ses dettes restantes, mais ont également satisfait aux critères financiers exigés par l'aide sociale à l'enfance pour une tutelle stable. Avec chaque succès, Jacques se sentait se rapprocher de l'assurance de la place de Sophie dans sa vie de façon permanente. Au milieu de ses développements, Jacques a reçu un appel téléphonique d'une source des plus inattendues, la Fondation Gates, ou plus précisément de sa branche philanthropique européenne. Quelqu'un là-bas avait entendu parler des capacités remarquables de Sophie et du cabinet de conseil nouvellement formé de Jacques. Il parrainait une initiative éducative axée sur les enfants surdoués défavorisés, et Sophie avait attiré leur attention. Le représentant a expliqué que si l'adoption de Sophie était finalisée, elle serait admissible à une bourse spéciale qui couvrirait le tutorat avancé, les camps académiques et éventuellement même les programmes universitaires précoces. Jacques, sans voix au début, a réussi à bégayer sa gratitude pour un homme qui avait autrefois côtoyé des géants de l'entreprise. C'était un moment surréaliste, il était tombé en disgrâce, pourtant voici une lueur de son ancienne vie croisant sa nouvelle réalité. Tout cela au profit d'une petite fille qui avait autrefois dormi dans un abri de bus. Tout le monde n'a pas accueilli la résurgence de Jacques. Thierry, grand furieux que sa moquerie précédente envers Jacques perde du terrain, a comploté un nouvel angle d'attaque. Il a rouvert la plainte pour vol de logiciel, alléguant que le nouveau succès de Cavlier Consulting reposait sur la propriété intellectuelle volée de leur ancien partenariat. C'était une affirmation scandaleuse, d'autant plus que tous les dessins pertinents avaient été crédités et documentés il y a des années. Néanmoins, le procès menaçait de faire dérailler l'élan de Jacques. Si Thierry pouvait bloquer Jacques au tribunal, les frais juridiques seuls pourraient le forcer à nouveau à l'insolvabilité, mettant ainsi en danger l'adoption. Jacques n'était pas étranger aux batailles juridiques. Mais cette fois, ce n'était pas seulement son avenir qui était en jeu, c'était aussi celui de Sophie. Le stress montait alors que les ragots flambaient à nouveau. Cavlier est-il un voleur? La pauvre Sophie est sur le point de tout perdre. Jacques se tenait au bord de l'effondrement avec le procès de Thierry grand menaçant comme un nuage d'orage et le processus d'adoption vacillant au bord du déraillement. Il avait commencé à se demander si tous les sacrifices, toutes les nuits blanches suffiraient. Jamais chaque document juridique qu'il lisait ne confirmait que sa pire peur, que ce n'était pas seulement une tentative de le blesser, c'était une tentative de l'enterrer. Thierry savait ce qu'il faisait. Le procès ne concernait pas le code volé, il s'agissait de retard, de jeter assez de sable dans les engrenages pour arrêter l'élan de Jacques et par extension arrêter l'adoption de Sophie, et cela fonctionnait chaque jour. Jacques se réveillait en sentant le poids du temps peser plus lourdement. Le loyer était dû, les frais de scolarité de Sophie se profilaient. Chaque euro gagné grâce au conseil devait maintenant être partagé entre l'épicerie et la préparation juridique. Sophie ne comprenait pas les détails, mais elle sentait la tension. Elle a recommencé à dormir avec sa lumière allumée, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis ses premières nuits chez lui. Jacques était assis seul un soir, la dernière assignation à comparaître sur ses genoux, quand son téléphone a vibré. Il a failli ne pas répondre, c'était un numéro inconnu, mais quelque chose lui a dit de décrocher. Une voix familière a parlé à l'autre bout du fil. Jacques, c'est Valérie Moreau. Il a cligné des yeux, ce nom, cette voix, un fragment de son passé traversant le brouillard. Valérie avait été l'avocate principale chargée de la faillite de Cavlier Industrie. Calme, brillante, implacable dans la salle d'audience, elle avait été l'une des rares professionnelles à traiter Jacques non pas comme une mise en garde mais
Comme un homme essayant de rester à flot au milieu de la ruine, j'ai vu les gros titres, a-t-elle dit, et j'ai vu le procès Thierry, et désespéré, la réclamation n'a aucun fondement. Jacques a laissé échapper un souffle qui ne savait pas retenir. C'est peut-être vrai, mais je n'ai pas les moyens de le combattre, il le sait. Il y a eu une pause sur la ligne, alors laissez-moi vous aider. Jacques, c'est figé. Valérie, je ne peux pas vous payer, je ne vous demande pas de le faire, a-t-elle répondu. Je propose de vous représenter bénévolement. Le silence s'était tiré entre Jacques, pouvait sentir sa gorge se serrer. Vous méritez une ardoise propre, a-t-elle ajouté, et Sophie, elle mérite la paix. J'ai suivi votre histoire, Jacques, j'ai vu ce que vous avez fait pour elle. Cette petite fille est extraordinaire, et ce procès n'est rien d'autre que du bruit. Jacques a fermé les yeux après des semaines à pousser à travers des murs, à entendre non, ou pire rien du tout. Les mots de Valérie ressemblaient à une bouée de sauvetage jetée dans une mer déchaînée. Je ne sais même pas quoi dire. Dites oui, a-t-elle dit doucement, laissez-moi vous aider. Il l'a fait. À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Valérie a plongé dans l'affaire avec une concentration tranchante comme un rasoir. Son esprit juridique bougeait comme un scalpel disséquant les affirmations de Thierry ligne par ligne. Elle a déterré des contrats tirés des fils de courriel d'il y a 5 ans et recoupé les journaux de développement de produit en quelques jours. Elle avait construit un dossier épais qui démantelait les accusations de Thierry avant même qu'elle n'atteigne un juge. Il prétend que vous avez volé la propriété intellectuelle de votre propre entreprise, a dit Valérie à Jacques avec un hochement de tête incrédule lors d'un appel stratégique. C'est aussi absurde que quelqu'un se poursuivant lui-même pour un héritage. Jacques a vraiment ri pour la première fois depuis des semaines, mais ce n'était pas seulement le procès avec lequel Valérie aidait. Elle a contacté directement l'aide sociale à l'enfance, expliquant la situation dans un langage professionnel clair. Jacques ne faisait pas l'objet d'une enquête criminelle, il n'était pas endetté par négligence, il était la cible d'un procès en représailles, et sans fondement. Plus important encore, Valérie a proposé de témoigner au nom de Jacques si nécessaire, confirmant son caractère, son éthique de travail et la légitimité de son entreprise de conseil. Mireille Leroux, l'assistante sociale de Sophie, était sceptique au début, mais au fur et à mesure que les mises à jour arrivaient et que la réputation de Valérie soutenait chaque mot, son ton a changé. Je commence à croire aux secondes chances, a dit Mireille lors d'une visite à domicile. Vous n'essayez pas seulement, Jacques, vous vous battez. Sophie a remarqué le changement aussi. Il n'y avait plus d'appels chuchotés derrière des portes closes, plus de soupirs à la table du dîner ou de regards de désespoir. Tard le soir, au lieu de cela, il y avait de la musique, à nouveau du jazz doux jouant en arrière-plan. Pendant que Jacques cuisinait le dîner, il y avait des blagues, à nouveau Sophie gloussant, alors que Jacques tentait de faire des crêpes et en retournait une au plafond. Et surtout, il y avait le calme, assez calme pour que Sophie dorme avec les lumières éteintes, assez calme pour laisser son pingouin en peluche sur le lit au lieu de le tenir toute la nuit. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à lire côte à côte, Sophie a levé les yeux. Est-ce que les méchants sont partis maintenant, a-t-elle demandé. Jacques n'a pas hésité. Pas tous, a-t-il dit honnêtement, mais nous ne sommes plus seuls. Elle a hoché la tête, posant sa tête contre son bras pour la première fois depuis des mois. Jacques s'est permis d'imaginer un avenir non pas régi par la peur, mais par la possibilité, et tout a commencé par un appel inattendu, une voix de son passé, une bouée de sauvetage juridique, qui pourrait bien suffire à assurer l'avenir de la personne la plus importante de son monde. Maintenant que le secret était dévoilé sur le QI élevé de Sophie, son école a fait ce qu'elle pouvait pour répondre à ses besoins. Elle a été placée dans un programme de mathématiques accéléré et a reçu des devoirs de lecture supplémentaires. Pourtant, elle se sentait toujours déplacée parmi ses pairs. Les autres enfants étaient soit intimidés, soit jaloux. Certains la taquinaient pour être le génie bizarre, tandis que d'autres chuchotait sur son passé de sans-abri. Les pauses déjeuner étaient solitaires et les enseignants avaient du mal à équilibrer son intellect avancé avec son intégration sociale. Jacques a reconnu que Sophie avait besoin d'un environnement stimulant, peut-être une institution spécialisée qui s'adressait aux enfants surdoués. Mais les frais d'inscription étaient élevés. Bien que l'initiative de la Fondation Gates offre des subventions potentielles, le statut d'adoption restait un gardien bureaucratique. Jacques et Sophie ont continué à avancer, espérant que la prochaine percée, une adoption réussie, une victoire juridique finale ou un nouveau contrat ouvrirait la voie à une éducation plus adaptée. L'aide sociale à l'enfance a programmé une inspection finale à domicile pour évaluer les progrès réalisés par Jacques pour fournir un environnement stable. Mireille Leroux est arrivée un matin frisquée, presse-papier à la main, arborant une expression neutre. Elle a noté que la maison était bien rangée, bien que modeste. La chambre de Sophie avait de nouvelles étagères débordant de textes de mathématiques, de puzzles et de quelques animaux en peluche chérie, un ordinateur portable d'occasion. L'ancien appareil de Jacques était assis sur un petit bureau où Sophie travaillait sur ses devoirs. Mireille a sondé plus profondément. Vos finances sont-elles maintenant sécurisées? Pouvez-vous faire face à des dépenses imprévues? Jacques a présenté des relevés bancaires de Cavalier Consulting, montrant un revenu stable. Bien que non luxueux, il était assez stable pour répondre aux exigences de l'ASE. Sophie s'accrochait à Jacques alors que Mireille lui posait des questions sur sa routine quotidienne, sa vie scolaire et ses sentiments à l'égard de la vie avec lui. À la fin de la visite, le comportement sévère de Mireille s'est adouci, un sourire prometteur laissait entendre que leur lien pourrait bientôt devenir officiel. Les journalistes locaux ont commencé à renifler, sentant une histoire touchante. Un millionnaire en faillite, adoptant un génie sans abri, c'était de l'or pour les gros titres. Initialement, Jacques a essayé de tenir les médias à distance, craignant qu'il n'exploite Sophie. Cependant, un journaliste désireux d'un grand quotidien national a persisté, montrant un véritable intérêt à souligner les réalisations de Sophie plutôt que de simplement sensationnaliser les échecs de Jacques. Contre son instinct, Jacques a finalement accordé une courte entrevue. Il a parlé des luttes auxquelles il a été confronté, de la joie que Sophie lui a apportée et de sa foi renouvelée en la rédemption. Sophie, assise à côté de lui, a timidement répondu à quelques questions sur son amour pour les mathématiques et son rêve d'aider les gens. Un jour, l'article qui a suivi les a présentés sous un jour positif. Malheureusement, il a également attiré l'attention des médias nationaux, certains désireux de déformer l'histoire pour les clics, d'autres cherchant un récit plus profond sur
Les secondes chances et le talent remarquable, la frénésie médiatique, a atteint un point d'ébullition lorsqu'un extrait de l'interview de Jacques a été présenté dans une émission populaire. Soudain, des équipes de tournage sont apparues dans sa rue calme et des voisins curieux ont bordé les trottoirs pour apercevoir Jacques Cavelier, autrefois décrié. Certains t'ont offert des mots gentils et des plats chauds tandis que d'autres ont hué l'accusant d'orchestrer un coup de publicité. Sophie est devenue troublée par les caméras, elle se sentait déjà différente à l'école, et maintenant même les étrangers semblaient envahir son sentiment de sécurité. Jacques l'a protégée du mieux qu'il pouvait. À travers tout cela, il a maintenu son calme, sachant que tout faux pas pourrait être transformé en un titre dommageable. Pourtant, il y avait un bon côté, la visibilité accrue a incité davantage de clients potentiels à contacter Cavelier Consulting, et des organisations philanthropiques ont commencé à se renseigner sur la façon de soutenir l'éducation de Sophie. Les esprits se sont échauffés dans la classe de Sophie un après-midi, lorsque quelques élèves ont commencé à la taquiner sur le fait d'être la sans-abri surdouée qu'ils avaient vue à la télévision. Un garçon en particulier, jaloux de l'attention, a lancé des insultes et a froissé ses devoirs. Sophie, habituellement calme, l'a craqué, elle a poussé le garçon qui l'a bousculé. En retour, les enseignants sont intervenus. Mais pas avant que la rencontre ne dégénère en une petite bagarre. Jacques a été appelé au bureau du directeur, son cœur battant d'inquiétude. Le directeur a envisagé de suspendre Sophie pour son implication tout en reconnaissant le rôle du garçon dans la provocation. L'école avait une politique de tolérance zéro pour la violence. Après beaucoup de discussions et quelques larmes de Sophie, elle a reçu un avertissement au lieu d'une suspension, à condition qu'elle assiste à des séances de conseil hebdomadaires. L'incident a profondément troublé Jacques. Il a souligné à quel point Sophie était vulnérable face à la cruauté des pairs et à l'examen public implacable. Alors que les tensions montaient dans leur vie personnelle, le procès de Thierry Grandplanet sur l'audience du tribunal est finalement arrivé. Valérie Moreau a fait entrer Jacques dans une salle d'audience stérile, des dossiers empilés proprement dans ses bras. L'équipe juridique de Thierry, bien financée, et nombreux souriaient avec suffisance à l'approche modeste du duo, mais Valérie avait fait ses devoirs armée de rames de preuves prouvant que toute la propriété intellectuelle appartenait à Cavelier Industries et avait été publiquement réglée lors de la faillite. Elle a systématiquement démantelé les revendications de Thierry. Le juge, une femme au visage sévère nommée Fiona Howard, a écouté attentivement, jetant parfois un coup d'œil à Jacques avec un soupçon de sympathie. À la fin de l'audience, il était clair que Thierry n'avait aucune base légale. Le juge a rejeté l'affaire avec préjudice, ce qui signifie que Thierry ne pouvait pas la redéposer. C'était une victoire retentissante qui a non seulement empêché la ruine financière, mais a également signalé la fin du ternissement de la réputation de Jacques. Le soulagement a submergé Jacques comme un raz-de-marée. Ce soir-là, il a emmené Sophie dans un bistrot modeste pour fêter ça. Ils ont commandé des hamburgers, des frites et des milkshakes déluxe que Jacques tenait autrefois pour acquis, mais qu'il savourait maintenant comme des symboles d'un nouveau départ. Sophie, penchée sur la table, a chuchoté qu'elle était heureuse qu'il ait gagné, pas seulement pour lui-même, mais pour elle aussi. Au milieu de cette chaleur, le téléphone de Jacques a vibré. Le représentant de la fondation Gates l'a félicité pour la victoire juridique. Avec le procès rejeté et l'adoption presque terminée, ils ont officiellement prolongé une offre pour que Sophie s'inscrive dans un programme prestigieux toute l'année pour les étudiants surdoués, scolarité, logement et ressources éducatives entièrement financées. Jacques a fait une pause, il voulait que Sophie ait toutes les opportunités. Est-ce que cela signifiait qu'elle devrait vivre loin de lui pendant une partie de l'année? La question pesait lourdement sur leurs deux cœurs. Une nuit de contemplation a suivi. Sophie était assise sur son lit serrant un pingouin en peluche que Jacques avait trouvé dans un magasin d'occasion. Si elle s'inscrivait à l'académie spécialisée, elle aurait accès aux meilleurs esprits, aux laboratoires avancés et à un groupe de pairs d'étudiants tout aussi brillants. Mais elle serait aussi séparée de la seule figure paternelle stable qu'elle ait jamais connue, au moins pendant la semaine. Jacques lui a dit qu'il soutiendrait quel que soit son choix. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Elle a admis qu'elle craignait de vivre seule dans un dortoir, se rappelant des nuits dans la rue sans endroit sûre. Appelé maison, Jacques l'a rassuré que ce dortoir serait différent, sûr et débordant d'opportunités d'apprentissage. Pourtant Sophie était déchirée, elle voulait apprendre, mais pas au prix de perdre le simple confort d'un foyer aimant. À la fin, elle a décidé de visiter l'académie. Avant de se décider, le campus de l'académie près de Versailles était vaste et idyllique, avec des pelouses bien entretenues, des laboratoires scientifiques aux murs de verre et un observatoire pour les cours d'astronomie. Les étudiants surdoués parcouraient les couloirs discutant de tout, de la physique quantique à la littérature classique. Sophie avait les yeux écarquillés à chaque tournant. Le docteur Caroline Marshall avait organisé une visite privée, la présentant à des instructeurs spécialisés dans l'épanouissement des talents, comme celui de Sophie. Lorsqu'ils ont atteint le département de mathématiques, un professeur enthousiaste a invité Sophie à résoudre un problème de haut niveau sur le tableau blanc. Elle s'y est attaquée avec une vitesse surprenante, suscitant des halètements silencieux des spectateurs. Le moment a résumé l'étendue de son potentiel. Jacques, regardant à quelques mètres de là, a réalisé qu'elle appartenait ici dans un environnement qui pourrait favoriser ses capacités d'une manière qu'il ne pourrait jamais faire seul. Pourtant, il ressentait aussi un pincement de tristesse. Il avait appris à aimer les routines quotidiennes, qu'il partageait, les histoires du coucher et les visites à la bibliothèque le samedi. Cette nuit-là, de retour à la maison, Jacques a lutté avec le dilemme du père: s'accrocher à Sophie pour maintenir leur proximité ou la laisser déployer ses ailes. Son esprit a dérivé vers sa propre enfance, lorsque ses parents avaient sacrifié le confort pour qu'il puisse fréquenter un internat prestigieux. Leur soutien avait ouvert la voie à son succès initial. Sophie, tout aussi en conflit, a approché Jacques avant le coucher. Elle a admis que l'académie semblait incroyable, mais
Elle s'inquiétait d'être seule, elle a demandé si Jacques pouvait trouver un moyen d'être proche. Jacques a promis qu'il ferait tout son possible pour s'assurer qu'elle ne se sente jamais abandonnée. Ils ont convenu d'accepter l'offre de la Fondation Gates à une condition: Jacques déménagerait plus près du campus ou organiserait des visites hebdomadaires pour que Sophie puisse rentrer souvent à la maison. Si le programme de la Fondation le permettait, il procéderait, sinon il trouverait un autre chemin. Ensemble, la Fondation Gates a été rapide à s'adapter. Ils ont reconnu les dons exceptionnels de Sophie et son besoin de stabilité. Ils ont prolongé un arrangement flexible. Sophie pourrait rester dans les dortoirs du lundi au jeudi et passer les week-ends à la maison. De plus, des bourses pour les déplacements quotidiens et une allocation pour le soutien familial ont été mises à disposition, garantissant que Jacques pourrait déménager plus près d'eux. L'académie sans crainte de contraintes économique. Avec cette assurance, la voie à suivre est devenue claire. Jacques a déposé les derniers papiers auprès de l'aide sociale à l'enfance. Peu de temps après, une audience devant le tribunal de la famille a été programmée. Bien que généralement une formalité, Jacques était anxieux jusqu'au moment où il a entendu le juge prononcer l'adoption de Sophie-Anne par Jacques-Alexandre Cavelier et par la présente accorder à cet instant toutes les luttes, les problèmes financiers, le mépris social, les batailles juridiques se sont estompées dans l'éclat de cette seule victoire qui change la vie. Le lendemain de la finalisation de l'adoption, Sophie est devenue Sophie Cavelier. Elle serrait son tout nouveau certificat de naissance, un morceau de papier qui pour elle représentait non seulement une formalité légale, mais la promesse d'un foyer aimant et permanent. Jacques a pleuré des larmes de joie, n'imaginant jamais que sauver un petit enfant d'un arrêt de bus conduirait à ces transformations profondes dans leur devis. Ils ont emballé leurs modestes affaires et ont déménagé plus près de l'académie, louant une petite maison de ville près du campus. La routine du week-end s'est mise en place. Le vendredi, Sophie bondissait hors du dortoir et courait dans les bras de Jacques, prête à passer 2 jours à la maison, à cuisiner ensemble, à regarder des documentaires ou simplement à discuter des leçons de sa semaine. Jacques a continué à faire croître Cavelier Consulting, porté par une réputation revitalisée et le soutien indéfectible de clients qui ont applaudi sa résilience. La vie autrefois si sombre débordait maintenant d'espoir. Au fil des mois, Sophie s'est épanouie à l'académie, excellent en mathématiques, en sciences et en résolution créative de problèmes. Son nom a commencé à circuler dans les cercles universitaires, attirant l'attention d'entreprises intéressées par le parrainage de concours et de programmes de recherche pour les jeunes surdoués. Les journalistes qui poursuivait autrefois Jacques pour sa chute le recherchait maintenant pour des reportages édifiants sur les réalisations de Sophie. Bien que méfiant à l'égard de la surexposition, Jacques a autorisé des interviews sélectives, veillant à ce que la vie privée et le bien-être émotionnel de Sophie restent protégés. Parmi ceux qui ont tendu la main figurait une invitation pour Sophie à visiter un camp de technologie spatiale pour jeunes innovateurs. Jacques était stupéfait. Mais encore une fois, la décision reposait sur les épaules de Sophie. Elle a accepté avec une excitation enfantine, criant à l'idée de construire des maquettes de fusées et d'explorer les théories de la colonisation de Mars avec de vrais ingénieurs. Le plus grand coup de projecteur est tombé sur eux lorsque la Fondation Gates a invité Sophie et Jacques à assister à un gala de haut niveau. L'événement visait à célébrer les jeunes talents issus de milieux défavorisés qui avaient montré une promesse extraordinaire. Sophie devait être honorée aux côtés de plusieurs autres enfants surdoués. Pour Jacques, l'idée de porter à nouveau un smoking a rappelé des souvenirs de l'époque où il assistait à des événements somptueux. En tant que millionnaire, la nuit du gala, Sophie, dans une simple robe bleu ciel, se tenait sur scène avec un calme inébranlable. Elle a parlé brièvement de son amour pour les mathématiques et de sa gratitude envers Jacques pour lui avoir donné un foyer quand elle n'en avait pas. Des larmes brillaient dans les yeux de beaucoup dans le public. Les applaudissements ont tonné dans la salle, faisant écho à un message puissant. Parfois c'est la personne la moins probable, comme un millionnaire en faillite, qui peut offrir le plus grand cadeau. Peu de temps après, le gala, Cavelier Consulting a reçu une offre d'acquisition d'un grand conglomérat technologique. La somme était assez substantielle pour garantir que Jacques et Sophie n'auraient plus jamais à se soucier de l'argent. Mais la question était: Jacques voulait-il vendre? Retournerait-il dans la course effrénée des entreprises par laquelle il avait autrefois été consumé? En discutant de l'offre avec Sophie, il a trouvé sa perspective rafraîchissante et terre accent grave terre. Elle a souligné que l'argent va et vient, faisant écho à ses paroles à l'arrêt de bus. Leur lien, construit sur la confiance et la persévérance, avait plus de valeur que tout solde bancaire. Jacques a réalisé qu'il avait changé. Il ne désirait plus le prestige creux qui le définissait. Autrefois, ensemble, père et fille ont décidé que Jacques conserverait le contrôle de Cavelier Consulting, le faisant croître organiquement pour aider d'autres petites entreprises à prospérer. C'était leur avenir, un mélange équilibré de passion, de bus et de famille. Dans un curieux coup du sort, Thierry Grand, brisé par des stratagèmes ratés, a approché Jacques avec une proposition désespérée, un partenariat. Il avait perdu des clients à cause de son procès frivole et avait besoin de la crédibilité de Jacques, surprenant tout le monde. Jacques a écouté sa proposition, puis avec un calme mesuré, il a refusé. C'était un acte qui signalait la fin d'une rivalité persistante. Debout dans le même petit salon, où il avait offert pour la première fois à Sophie un bol de soupe, Jacques a réfléchi au chemin, parcouru. Le rire d'un enfant sans abri, autrefois rejeté par le monde, remplissait maintenant l'air. Au lieu de grands manoirs ou de jets privés, ils avaient quelque chose de bien plus précieux, un foyer construit sur l'amour, la confiance et l'espoir. Et toute la communauté, autrefois moqueuse, se tenait maintenant en admiration devant l'histoire incroyable qui se déroulait juste sous ses yeux. Leur voyage nous rappelle que les secondes chances peuvent apparaître là où nous les attendons le moins, dans les yeux d'un enfant gelé sous un abri de bus trempé par la pluie, ou dans la main tendue d'un millionnaire autrefois fier et humilié par les rebondissements de la vie grâce à la persévérance. À une
Croyance inébranlable l'un en l'autre et à la découverte de l'esprit exceptionnel de Sophie-Jacques Cavelier a trouvé la rédemption et Sophie a trouvé un foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager ce message d'espoir car chaque geste compte pour rappeler que la gentillesse peut transformer non seulement une vie, mais une communauté entière. Merci d'avoir suivi ce récit et rappelez-vous, les miracles commencent souvent par un simple acte de compassion.